Connaissez-vous l'histoire des aveugles qui découvrent un éléphant pour la première fois? Ils doivent se le décrire. Alors le premier touche les flancs et dit « Oh, c'est comme un mur ». Le deuxième touche les pattes, c'est plutôt comme un tronc d'arbre. Le troisième touche la trompe, dit « Non, non, ça s'enroule comme un serpent ». Aucun n'a décrit l'éléphant, et pourtant chacun a une part de vérité. Pour avoir l'éléphant complet, il faut qu'ils discutent entre eux. Eh bien aujourd'hui, dans les sciences fondamentales, on a le même problème. Nous avons des formations qui fonctionnent en silo, avec les informaticiens, les physiciens, les mathématiciens, les biologistes. Et chacun, dans sa discipline, va développer une connaissance de pointe, une part de vérité. Mais quand il est question de pluridisciplinarité, de discuter avec les champs disciplinaires différents de soi, parfois, c'est plus compliqué. Pourtant, on sent bien que avoir un regard différent sur un problème, c'est une approche intéressante, c'est enrichissant. Alors qu'est-ce qui fait que parfois la communication est difficile entre les domaines? C'est la question que je me pose au quotidien. Car au sein des sciences, j'ai une position très particulière. Je fais du traitement du signal. Alors c'est une petite discipline qui n'est pas très connue entre la physique et l'informatique. Et pourtant, on la retrouve partout. Aussi bien en intelligence artificielle que dans les télécommunications, ou même en sciences humaines, quand on cherche à rendre accessible une peinture, une œuvre d'art à des personnes malvoyantes. C'est la science qui s'intéresse à l'information, à la communication, à comment est-ce qu'on transmet un message. Elle fait l'interface entre différentes disciplines. Et c'est une boîte à outils au service de la pluridisciplinarité. Si bien qu'au quotidien, je dois être capable de discuter avec des personnes de champs disciplinaires très différents. Et je me suis rendu compte que nous avions un problème. Tous. Nous avons un problème au niveau du langage. Les mots qu'on utilise sont comme des éléphants. C'est l'exemple, par exemple, du jargon. Quand on a différents experts qui discutent, on a l'impression de parler de la même chose, les flancs de l'éléphant, les pattes, et pourtant les mots peuvent avoir différents sens et on ne se comprend pas. Il y a des problèmes de communication. Je vous donne un exemple volontairement très simple. Un médecin, un mathématicien. Ils discutent entre eux et puis j'arrive, je leur dis « Non, non, il y a un problème, ça ne va pas du tout. Il faut absolument changer d'opération pour les calculs. » On comprend qu'ils ne vont pas comprendre la phrase de la même manière. Ici, le jargon est un problème. Arrive un informaticien qui va voir le médecin qui lui dit « Attention, j'ai chopé un virus !» Encore une fois, la communication est délicate. Il faut souvent définir les termes. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, d'avoir des discussions entre experts et puis on se rend compte une demi-heure après qu'on ne parlait pas de la même chose. C'est le premier aspect, le jargon. Mais il y a un deuxième aspect, plus délicat, plus sensible. Les mots comportent avec eux une part de contenu caché, une part de subjectivité. Je vous donne un exemple ici avec une expérience. Je vais vous demander, si vous le souhaitez, de fermer les yeux et d'imaginer les quelques phrases que je vais vous donner. On va imaginer la scène ensemble. Moi, je vais fermer les yeux parce que ça m'aide. Vous pouvez le faire aussi, que vous soyez ici dans la salle ou en train de nous regarder sur YouTube. Donc, fermez les yeux et imaginez. L'autre jour, j'étais chez mes parents, et puis moi, je suis un peu gourmand, alors je vais dans la cuisine, j'ouvre le frigo, et là, en face de moi, il y a un succulent gâteau. Je garde cette image en tête, j'ouvre les yeux, c'est la fin de l'expérience, merci d'avoir participé, vous pouvez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Gardez cette image en tête, la cuisine, le gâteau. Ici, qui a réussi à s'imaginer la scène? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, une grande majorité de la salle. Maintenant, deuxième question. Qui, parmi ceux qui ont levé la main,
ont déjà vu ce à quoi ressemble la cuisine de chez mes parents? Évidemment, là, j'ai plus personne. Donc la question c'est, comment avez-vous fait? Vous avez fait appel à une représentation qui vous était personnelle. Peut-être même qu'elle était basée sur votre propre histoire personnelle. C'était peut-être la cuisine de chez vos parents ou votre propre cuisine. Ce que je veux vous montrer avec cet exemple, c'est que même avec des mots du quotidien, cuisine, frigo, gâteau, les représentations personnelles internes ne sont pas les mêmes. Alors si ça marche avec des mots du quotidien, quand on est dans une discussion entre experts, chacun autour de la table et dans sa discipline, à manier des concepts scientifiques, c'est d'autant plus présent. Et c'est une des difficultés du langage dont il faut prendre conscience. Quand vous avez cette attention particulière au langage, vous commencez à repérer les mots un peu partout. Ce sont comme des icebergs. Vous avez le contenu qui dépasse, que tout le monde comprend, et dans la discussion ordinaire, on a l'air de se comprendre, oui, c'est le petit bout de l'iceberg. Mais le contenu caché, lui, quand on n'y fait pas attention et qu'il commence à y avoir une mésentente, on va commencer à s'y frotter. Ça va créer une sensation un peu particulière, une sorte de distance, une forme de dissonance cognitive. Reprenez l'image avec le frigo, le gâteau. Vous le voyez, le gâteau? Et vous me dites, comment, pour vous, ce gâteau, c'est un gâteau au chocolat? Ou à la fraise? Pour moi, c'est évident, c'est mon gâteau préféré, c'est un gâteau à l'ananas ou une tarte à l'abricot. Le frigo, de quelle couleur est la porte? Chez mes parents, la porte du frigo, peut-être qu'elle est violette avec un motif à pois. Et évidemment, la scène que vous avez imaginée, vous l'avez bien sûr imaginée en pleine nuit, c'était une petite fringale nocturne. Vous voyez, quand on commence à préciser le langage, à définir plus en détail ce qui est caché dans les mots, on peut faire ressortir le contenu immergé de l'iceberg. Et on le retrouve dans presque tous les mots du quotidien. Donc il faut travailler cette attention. Désormais, quand on vous dira « Ah, j'ai une méthode performante, un algorithme efficace, c'est la meilleure approche », vous pourrez prendre un pas de côté et vous dire « Tiens, par rapport à quoi? Ces mots-là sont subjectifs. » Alors je cherchais quelle était la méthode pour faire prendre conscience aux gens de cette part de subjectivité dans le langage. Et je pense qu'une des solutions possibles, c'est d'intégrer les sciences humaines dans les sciences fondamentales, dans la communication des chercheurs, mais aussi la communication de tout le monde. Vous voyez, quand on fait des sciences, on a plutôt une approche manichéenne, binaire, on va réfléchir en c'est vrai, c'est faux, c'est noir, c'est blanc, c'est très absolu. Quelqu'un qui, au contraire, pratique les sciences humaines, va être beaucoup plus proche d'un contenu sensible, va étudier les effets des phrases, comment les mots vont nous affecter. Quelqu'un qui pratique les arts, la littérature, va s'intéresser aux effets de rythme, ou comment, face à une audience, avec simplement un silence, on peut attraper l'attention d'un de ses spectateurs. Donc la question est comment, pour faire de la pluridisciplinarité, comment va-t-on entraîner nos chercheurs à prendre conscience du contenu des mots, de leurs effets? Pour ça, il y a un exercice possible. Je pense que la vulgarisation scientifique ou la médiation scientifique est une pratique qui permet aux chercheurs de travailler leur rapport aux mots. C'est la discipline dans laquelle on ne va pas s'intéresser à comment est-ce que j'émets mon message du mieux possible, mais comment est-ce que le message va être reçu. Pour faire de la bonne médiation scientifique, il faut réussir à penser comme si on était depuis la place de l'autre, dans ses chaussures. Et cette capacité à se décentrer, à penser différemment, c'est travailler son empathie, son écoute active, comme pourrait le faire, par exemple, un psychologue. On sent bien que dans la pratique, cela va forger une personne différente. Et il se trouve que le CNRS s'intéresse également à la médiation scientifique. Vous le savez peut-être, chaque année,
le CNRS remet des médailles à ses meilleures chercheuses et chercheurs. Ce sont les médailles d'or et d'argent du CNRS. Eh bien, en 2021, le CNRS a remis une nouvelle médaille, la médaille de la médiation scientifique. Cela signifie que, pour cette institution, un chercheur, ce n'est plus juste quelqu'un qui produit une connaissance de pointe, nouvelle, fait de l'enseignement au sein de son cercle, mais c'est également quelqu'un qui a travaillé sa communication pour être capable de faire de la pluridisciplinarité, avoir un contenu beaucoup plus transversal. C'est très important d'apprendre à communiquer dans le monde d'aujourd'hui. Face aux enjeux contemporains, nous allons avoir besoin de scientifiques qui travaillent leur communication. Pour accompagner les changements de l'intelligence artificielle, il va nous falloir aussi bien des ingénieurs, des informaticiens, mais aussi des sociologues, des philosophes, des psychologues. Pour faire face au dérèglement climatique, nous avons compris maintenant que la solution ne serait pas uniquement technique, mais qu'elle allait impliquer des changements dans toute la société. Donc un travail pluridisciplinaire. Et pourtant, qui aujourd'hui pense encore que plus 2, plus 3, plus 4 degrés en 2100, c'est juste un pull en moins? Ici, le mot degré agit comme un iceberg. On n'en a pas la même représentation. Certains voient un pull en moins, alors que pour d'autres, plus 3, plus 4, plus 5 degrés, c'est plutôt la guerre de l'eau généralisée. La représentation est importante. Pour résumer, nous, sciences fondamentales, avons besoin d'utiliser les sciences humaines dans nos sciences pour éviter que ces dernières ne deviennent des sciences inhumaines. Je vous remercie.